Pour ce 6e épisode, nous recevons Pauline Dutert, directrice de casting. Après des études en réalisation, Pauline effectue un stage en production et rencontre la directrice de casting, Léa Coquin. Cette connexion est l'opportunité pour Pauline de découvrir le métier, et c'est à ses côtés qu'elle commence le métier d'assistante de casting. Elle se forme pendant 3 ans et devient directrice de casting associée à Apolline Delvaux sur la série Profilage de TF1. Après une association de 5 ans, Pauline se lance en solo. Elle possède aujourd'hui son propre studio de casting et travaille principalement en fiction audiovisuelle. Dans cet entretien, nous entrerons dans les coulisses du métier de directrice de casting et aborderons la pression du temps inhérent à notre époque. Tu peux me dire à quoi ressemblait ton métier il y a 20-30 ans et c'est quoi aujourd'hui ? Alors, je pourrais pas témoigner vraiment de à quoi ressemblait le métier il y a 20 ans. Mais quand tu discutes avec des gens plus âgés ? Alors, par exemple, moi, ce que je sais, c'est que déjà, ils étaient du coup beaucoup moins sur le marché, vraiment beaucoup moins. Aujourd'hui, je crois qu'à l'Arda, on est 96, et évidemment, il y a aussi tous les autres directeurs de casting qui sont pas à l'Arda. Je pense qu'à l'époque, ils étaient, 8 fois moins, 7 fois moins, voilà. Il y avait aussi moins de projets, évidemment. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment, peut-être à l'époque, c'était un métier complètement méconnu, il n'y avait pas de formation, on apprenait complètement sur le tas. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus connu. Il y a un peu plus cette espèce de parcours où souvent on est assistant, puis on devient dircast. J'ai l'impression que il y a 20-30 ans, on passait pas par assistant forcément. Il y avait ce truc, on était dircast parce qu'on travaillait sur le projet, on s'occupait du casting, voilà. Là, il y a un espèce de parcours qui commence à se mettre un peu plus en place. Mais cela dit, il y a toujours pas de formation, de vraie formation. Moi, j'ai fait une école de cinéma, mais... T'as fait laquelle ? J'ai fait l'ESRA, mais à Nice. Donc, en section réalisation ? Ouais, j'étais en option mise en scène. D'accord. Voilà. On n'a absolument pas appris le métier de directeur de casting. On devait caster pour nos petits courts-métrages, mais on nous a jamais appris comment faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais on a des temps beaucoup plus restreints par rapport à il y a 20-30 ans, où ils avaient je sais pas exactement, mais ils avaient des mois et des mois pour faire leur casting. Puis il y avait aussi les temps, avec Internet, tout forcément est amplifié. Ils avaient des temps plus longs. Nous, maintenant, on est dans des délais extrêmement restreints. On caste, surtout, moi, je travaille beaucoup en fiction audiovisuelle, donc on est d'autant plus dans des délais restreints. On va se retrouver à caster parfois 1 mois avant le tournage, 2 mois avant le tournage, ce qui est très court. Je pense que ça, c'est une différence majeure entre il y a 20-30 ans et aujourd'hui. Tu reçois toujours les scénarios des films pour lesquels tu travailles ? Oui, moi oui. Ça m'arrive de travailler parfois sur des séquenciers, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas le temps, on a un séquencier et on se retrouve à caster avec une scène d'essai écrite spécialement pour le casting. Mais franchement, c'est rare. La grande majorité du temps, on reçoit le scénario, qui sont par contre des V1, donc vraiment des premiers jets. C'est d'ailleurs, franchement, la grande majorité des cas, quand je travaille sur une série ou même sur un unitaire, on a souvent des V1 ou des V2. Donc, parfois, c'est compliqué. En casting, forcément, c'est des textes qui sont très écrits. Donc, il faut prendre des libertés pour justement rendre le truc le plus naturel possible. Parce que c'est normal, en fait, les scénaristes, ils n'ont pas eu le temps, ils font ce qu'ils peuvent et ils se retrouvent à affiner petit à petit. Mais nous, on est déjà en casting à ce moment-là, quoi. T'es en lien avec les réalisateurs à ce moment-là ? Oui. Ouais, toujours ? Quasiment toujours, on est dès le début du projet en lien avec le réal ou la réal et la prod. Ouais. On a le scénario et avant même de commencer le casting, on se fait une première réunion ou un appel pour débriefer des rôles ensemble, quoi. C'est quoi tes canaux de diffusion ? Alors, moi, encore une fois, je travaille donc en fiction audiovisuelle. Donc, majoritairement, j'ai aussi fait du cinéma, du court-métrage, mais on va dire que je vais parler pour la fiction audiovisuelle parce que c'est sur ça que j'ai de l'expérience. Je travaille majoritairement avec les agents. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand je reçois le scénario, que je fais le dépouillement et que j'ai mes rôles que je cherche, je vais envoyer des annonces aux agents. Donc, on va dire dans un réseau interne, je vais pas poster d'annonces sur des sites publics ou très très rarement, sauf si c'est une recherche très spécifique. Sinon, je passe par les agents. Donc, il y a une relation de confiance avec les agents. Donc, forcément, il y a des agents avec qui je travaille beaucoup parce que je sais que leurs comédiens sont souvent des super comédiens ou des super comédiennes. Donc, je les fais venir. Ça, c'est un premier
premier canal de diffusion, je dirais. Il y a aussi, moi, les gens que je rencontre en atelier, en spectacle de fin d'année, qui du coup, j'ai mon propre fichier auquel je pense spontanément dès que je lis un scénar. Je vais me dire à telle comédienne il faut sur ce rôle, tout ça. Donc moi, je fais mes listes aussi comme ça. Et je complète avec les propositions des agents. Et c'est tout, en fait, majoritairement, parce qu'on n'a pas le temps de faire du casting, entre guillemets, sauvage. Quand je dis sauvage, ça, c'est même poster des annonces et trier ce qu'on reçoit des comédiens. Parce que ce serait Tu n'utilises pas ton Instagram ou on va dire ton... Non, pas du tout. Non. Alors, Instagram, je vais l'utiliser, les réseaux sociaux, je vais les utiliser, mais dans un second temps, pour... soit montrer le profil d'un comédien ou d'une comédienne à un réal ou à une prod pour voir un peu maintenant à quoi il ressemble, ce qu'il fait, tout ça. C'est pour ça que c'est important, je trouve, quand même, de soigner ses réseaux sociaux quand on est comédien en 2024. Mais ou alors ça va être une toile de fond, c'est-à-dire que j'ai un Instagram pro où j'ai plein de comédiens qui me suivent, je vais dessus régulièrement et comme je suis aussi moi des comédiens, je vais voir leur actu, je vais voir leur en fait, je vais les voir sur tel tournage ou dans telle story. Et en fait, ça me fait toujours penser à eux, où ils sont toujours quelque part dans mon cerveau. Donc, c'est plutôt un truc... Pour moi, les réseaux, c'est quelque chose dont je me sers en toile de fond. Donc, je pense qu'il faut, pas négliger les réseaux sociaux, mais je vais pas aller chercher le talent ou la pépite sur les réseaux. Ça va être là devant moi, c'est-à-dire je vais à un moment repérer quelqu'un, je vais me dire ah oui tiens elle, et puis je vais y repenser 2 mois plus tard parce que ça correspond pile au rôle que je cherche, quoi. Tu travailles avec combien d'agents? Beaucoup d'agents? Enfin, je veux dire, t'as quelques agents avec qui tu as l'habitude de bosser, ou est-ce qu'en fait il t'arrive même pour chaque projet d'aller tenter des nouveaux agents? Franchement, je travaille vraiment avec beaucoup d'agents. Je fais très peu j'ai pas mon petit cercle privé, voilà. D'ailleurs, quand je poste des annonces, très souvent, je les poste à tous les agents de Paris, de Paris, de France même. Donc, c'est assez ouvert. Après, c'est juste qu'on a certains agents avec qui on a créé des liens au fur et à mesure des années. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans ce milieu. Et forcément, si eux nous proposent quelqu'un ou nous le met en avant, on va forcément avoir ce truc d'aller un peu, de faire confiance et d'aller voir ce comédien en particulier. Parce qu'évidemment, on a, juste en passant par les agents, énormément de propositions par rôle. Énormément. Ça peut être sur un rôle, on va recevoir 140 profils en agence. Donc voilà. Est-ce que c'est simple de bosser avec les agents? Enfin, peut-être que les agents ont certains intérêts à placer des comédiens plus que d'autres. Est-ce que... Bien sûr, franchement, il y a de la politique dans nos métiers partout. Donc, forcément, il y a des agents qui vont pousser ce comédien-là parce que, en fait, ce comédien-là leur a lui-même mis la pression parce qu'il a l'impression qu'il passe pas assez de casting en ce moment et que du coup, l'agent a un peu envie de lui montrer qu'il fait son travail. Donc, il va... Voilà. Des fois, les agents... En fait, moi, j'aime beaucoup la sincérité. Donc, il y a déjà des agents qui m'ont juste appelé en me disant « Écoute, est-ce que tu peux le voir? Elle a vraiment besoin de bosser ou il a vraiment besoin de bosser. » Et moi, ça me fait plaisir quand c'est sincère et je comprends. Et même si ça correspond pas totalement au rôle, moi, tu l'as vu. Je le vois et c'est très bien. Il y a des agents avec qui c'est plus... après, ça, c'est on fait un travail qui est très humain. Donc voilà, il y a des agents avec qui c'est plus facile de travailler que d'autres. Il y a des agents qui appellent énormément. Donc au bout d'un moment, on répond de moins en moins. Et il y a des agents qui, eux, savent très bien doser et qui, quand ils t'appellent pour te proposer quelqu'un en particulier ou qu'ils appuient sur quelqu'un, ça a vraiment de la valeur parce qu'ils le font pas systématiquement. Donc il y a vraiment ce dosage à trouver dans cette espèce de relation entre l'agent, le directeur de casting et le comédien, savoir vraiment doser et appuyer quand il faut appuyer, mais pas trop le faire trop souvent parce que sinon on se noie, quoi, nous en tant que casting. Parce que là, toi, t'es en charge des premiers, des seconds et même au-delà, quoi, en fait, non? Je caste... Alors, moi, je caste absolument tous les rôles si ça se tourne sur Paris. C'est-à-dire que je vais caster du premier rôle au dernier petit rôle. Quand ça passe silhouette, là, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais je vais même m'occuper des rôles qui n'ont qu'une scène. Je peux parfois déléguer le casting enfant, si jamais j'ai pas le temps. Sinon, je m'en occupe. Et par contre, si c'est tourné en région, là, souvent, on se partage le casting avec une directrice du casting locale. Donc, souvent, la casting Paris s'occupe des premiers rôles, des rôles un peu importants, et la casting locale va s'occuper des rôles un tout petit peu moins importants et qu'elle va trouver directement en région.
Tu sens qu'il y a t'as une pression particulière pour les premiers, les seconds rôles? Oui, complètement. Il y a des chaînes qui sont plus... j'ai pas envie de dire pressurisantes, mais il y a des chaînes qui sont plus interventionnistes que d'autres, qui mettent plus d'importance sur les premiers rôles que d'autres. Et puis il y a des projets aussi, ça varie selon les projets, mais par exemple quand on fait une série TF1, TF1 ils mettent beaucoup d'attentes sur les premiers rôles. C'est important que ce soit des noms un peu connus, ou en tout cas des noms de leur chaîne, ou c'est très important. Donc il faut sur tous les récurrents de la série ou les premiers rôles de l'unitaire par exemple, c'est important d'avoir des noms qui soient à la hauteur. Qui soient déjà identifiés pour la cible en plus. Complètement, c'est ça. Ouais. Il faut des noms identifiés. Ouais. Que ce soit de leur chaîne ou pas forcément, parce que maintenant, les comédiens passent souvent d'une chaîne à l'autre, mais en tout cas, il faut vraiment que ce soit identifié et qu'ils considèrent que la cible, connaîtra le comédien ou la comédienne qui interprétera le rôle principal. Et du coup, c'est toujours assez compliqué, en fait, les castings des premiers rôles sur TF1, parce que entre les indispos des comédiens connus, leur refus, ou alors ceux qui disent oui mais qui ne vont pas à la chaîne, c'est souvent assez intense. Voilà, les premiers rôles d'une série TF1, moins sur d'autres chaînes, par exemple. Ah oui, bien sûr. Oui, donc là tu dois slalomer. Comment tu fais quand tu trouves pas? Est-ce que c'est déjà arrivé que tu trouves pas? Franchement, en général, c'est arrivé. Je me souviens j'étais pas directrice de casting à l'époque, j'étais assistante, mais je me souviens d'une série où juste tout ce qu'on proposait n'allait pas, ou alors le comédien ne refusait, ou alors ça a été interminable et la série ne s'est pas faite. C'était un 6x52 pour TF1 qui a jamais vu le jour, parce que juste personne n'était satisfait finalement du casting, quoi. Ah, c'est à cause du casting que le projet il a pas pu parce que les deux premiers rôles étaient soit pas assez forts pour c'était. Donc oui, c'est arrivé. Après, souvent ce qui se passe, c'est très classique pour toutes les chaînes, très souvent. On a une liste de gens dont ils rêvent. On sait très bien qu'il y a très peu de chances qu'on les ait, donc on teste quand même parce que c'est notre métier aussi. Et puis des fois on a des bonnes surprises. Et ensuite, on descend, on prend des comédiens qui sont un peu moins connus, mais qui sont quand même identifiés. Et puis voilà, petit à petit, on descend. Et en général, ça finit toujours par se faire. On trouve toujours quand même. Est-ce que c'est vrai qu'en France, on a tendance, pour des raisons budgétaires, on a tendance à attribuer des rôles à des personnes qui sont déjà le personnage? Alors, si je comprends bien ta question, c'est... Est-ce qu'on a tendance à prendre un comédien pour ce qu'il est plutôt que pour sa capacité à aller chercher le personnage, à se transformer. Ouais. Complètement. Je trouve qu'en France, on n'a pas du tout cette culture de l'acteur studio, pareil comme on peut l'avoir plus dans les pays anglo-saxons. Et puis en fait, surtout, on fait souvent des films très naturalistes ou très sociaux, où en fait on cherche la nature on cherche le personnage chez le comédien. Est-ce qu'il y a 10 ans, du temps où tu étais assistante, c'est comme ça aussi? Ou est-ce que tu as l'impression qu'on est quand même là, c'est une mode quoi, qui est vraiment... Je dirais que moi je trouve que on part plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était beaucoup ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, je trouve avec une nouvelle génération aussi, je pense, d'autres sensibilités, on tend à aller vers des films qui sont un peu plus variés, on voit que le genre commence à arriver en France, etc. Donc du coup, avec ça, je pense qu'on cherche aussi d'autres types d'acteurs et d'actrices. On cherche moins, il y a moins ce côté casting sauvage et on le prend pour ce qu'il est. Je trouve que ça commence à s'ouvrir. Alors, c'est pas encore du tout la majorité, mais ça commence à s'ouvrir plutôt vers ça. On commence à se rendre compte que, une série en Angleterre, elle cartonne sans quasiment aucune star à l'affiche. Donc, du coup, ça ouvre d'autres perspectives, je trouve. Pour moi, ça évolue plutôt dans le sens de pas forcément de l'acteur studio, parce que mais en tout cas, on est moins dans cette recherche du naturaliste, d'aller chercher ce qu'est le comédien absolument à la source, etc. Il t'est déjà arrivé de faire des castings sauvages? J'en ai peu fait. J'en ai fait un petit peu sur un film
franco-espagnol où je m'occupais, j'étais en association d'ailleurs avec une autre directrice qui s'appelle Apolline Delvaux, on s'occupait du casting France, donc on cherchait 2 rôles. Et là, pour le coup, on avait fait un peu de sauvage, mais j'en fais peu, en fait, moi, dans le quotidien. Ouais. Parce qu'en fait, aussi, comme je travaille beaucoup en fiction audiovisuelle, on fait peu de sauvage en fiction audiovisuelle, quoi, très très peu. Parce qu'aussi, on a peu de temps de tournage, beaucoup de temps de minutes utiles par jour, etc., etc. Ça doit être complètement chronophage, non? Enfin, je veux dire, d'attendre la pépite comme ça au coin de la rue. Enfin, bon, je dis coin de la rue, évidemment, hein, c'est un peu trivial, mais quand toi tu l'as fait, comment t'as procédé? Alors en fait, le sauvage, majoritairement aujourd'hui, ça se fait finalement via Internet. Hein, on poste des annonces, ou alors on contacte, par exemple, je sais pas, l'endroit spécifique, une asso. Si par exemple on cherche une personne en situation de handicap, on va appeler des assos qui gèrent ce public, etc. Mais sinon, et majoritairement, ça passe par des annonces Internet. Et après, on reçoit donc énormément de profils de candidatures qu'on trie. Ce qui est compliqué avec le sauvage, c'est évidemment le nombre de comédiens, enfin du coup de jeunes débutants, comédiens, comédiennes, ou pas forcément jeunes, mais de public qu'on reçoit versus on va dire le ou la personne qui va être bonne. En fait, il y a énormément de ratés pour peu de entre guillemets casting réussi. Donc c'est très très long. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi les agents font aussi beaucoup ce travail-là d'aller repérer les pépites, etc. Le métier se démocratise, donc il y a de plus en plus de gens qui deviennent comédiens. Donc en fait, on a tellement le choix déjà parmi des personnes qui ont une formation et qui du coup sont forcément un peu plus armées que je trouve qu'on fait de moins en moins de sauvages, sauf si évidemment c'est le film, le long métrage qui nécessite du sauvage parce que c'est un rôle très spécifique. Les réals ont un peu ce fantasme de faire du sauvage, de découvrir une pépite, et très souvent nous en tant que casting, on se rend compte que on leur dit très vite, mais en fait vous allez pas choisir quelqu'un du sauvage, c'est sûr, parce que très souvent on nous demande de faire de pas hésiter à faire du sauvage aussi. Par exemple, on va chercher des ados et on va nous dire mais n'hésitez pas à ouvrir à avoir des gens sans agent, etc. Bien sûr. Mais en fait, majoritairement, à la fin, celui qui est choisi, c'est celui qui est un peu technique quand même. Qui même. est un peu technique. Ouais. Et c'est franchement, ça a été le cas, ça m'est arrivé plein de fois. Tu crois que tu parlais de fantasme, tu crois que ça tient à quoi? Ça vient d'où? Oh le mythe de l'artiste, l'ego du réalisateur, de la réalisatrice ou... Alors que c'est plus dur. Enfin, alors que c'est quand même plus dur, est-ce que c'est... Je pense qu'aussi, il y a une méconnaissance ça vient aussi d'une méconnaissance du marché des comédiens, si je peux appeler ça comme ça, du métier de directeur ou directrice de casting, du métier d'agent. Les réals, ils arrivent et ils se rendent pas compte du nombre de très bons comédiens qu'il y a déjà formés en agence, et ils se rendent pas compte de tout ça, donc ils ont un peu ce truc de croire que il faut absolument ouvrir à toute la France pour... Enfin, c'est très bien, hein, attention, je suis pas du tout contre le casting sauvage, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de ce qu'est notre métier, même au sein de notre métier, entre guillemets. Prenons peut-être la série sur laquelle tu bosses en ce moment. Oui. T'as combien de rôles au global à caster? Alors, là, j'ai 6 épisodes à caster, donc c'est pour une série TF1. J'ai 6 épisodes à caster, j'ai à peu près une quinzaine de rôles par tranche de 2 épisodes, donc je suis autour de 45 rôles. Ouais, et là, c'est combien de mails environ pour tout ça, là? Alors, pour le coup, là, je travaille de 2 façons différentes, c'est-à-dire il y a certains rôles où j'envoie des annonces. En fait, là, je caste ce qu'on appelle les guests. Donc, c'est-à-dire, c'est les comédiens et comédiennes qui viendront que pour un épisode, qui vont jouer la victime, le coupable, etc. Parce que les récurrents ont été castés en saison 1. Donc là, pour les guests, on va dire que quand je poste une annonce, encore une fois, aux agents, je vais recevoir, comme je te dis, si c'est un profil un peu classique, type une trentenaire, tu vois, voilà, je peux recevoir jusqu'à 200 profils. Ça m'arrive à trier. Donc maintenant, j'essaye d'éviter de faire ça parce que c'est un temps infini. Donc je poste des annonces que si il y a une recherche spécifique. C'est-à-dire là, par exemple, je cherche quelqu'un qui sait monter à cheval. Donc là, j'ai posté une annonce auprès des agents en disant que je cherchais une jeune comédienne entre 25 et 35 ans. Je décris un petit peu le profil et surtout qui doit savoir monter à cheval.
Donc là, pour le coup, je vais recevoir, je sais pas, une 60aine de profils. Sinon, si c'est un rôle, j'ai pas envie de dire lambda, mais on va dire un rôle plus classique où il n'y a pas besoin de compétences spécifiques, je vais en fait, moi, faire mes listes. C'est-à-dire, là, j'ai un rôle d'un homme de 35 ans, étudiant en médecine, sorti d'études de médecine. Et ben là, en fait, je vais, moi, penser aux gens, moi, toute seule, me faire une liste d'environ 10 à 15 personnes que je vais faire venir en casting. Donc, c'est moi, le réal aussi, qui lui a envie de voir peut-être un ou deux comédiens qu'il connaît aussi sur le rôle, et moi qui rajoute. Parfois, il y a aussi le producteur qui me dit « Ah, ça serait super de voir telle personne, elle est top, je l'ai vue là-dedans. » Voilà, et on fait nos listes comme ça. Mais je vais pas poster des annonces pour les 45 rôles, parce que sinon, c'est infini. Et est-ce que tu réponds à tous les mails ? Non, absolument pas. T'arrives pas. Alors, malheureusement, en fait, je reçois à peu près, je sais pas, je pense une 30aine de mails. Je parle de mails spontanés, pas de mails de travail. Je vais recevoir une 30aine de mails par jour de comédiens qui m'envoient leur actu, voilà. Je ne réponds jamais, mais je les ouvre et je les lis tous. Donc je vois leur actu, je vais voir leurs photos, je vais des fois lire en diagonale si le texte est beaucoup trop long. Ça arrive souvent, mais en tout cas voilà, c'est juste impossible de répondre. Sinon je passerais en fait mes journées à répondre aux mails de comédiens. Donc à côté déjà de tout ce qu'on a à faire, je pense que c'est assez normal en fait de pas répondre. Il faut pas se vexer de ça, et je pense que la majorité des directeurs de casting ne répondent pas. Voilà, sauf si évidemment c'est un comédien que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, je sais pas, que j'ai rencontré soit en atelier, soit en plusieurs fois en casting, etc., qui va m'envoyer un mail pour me poser une question spécifique ou me demander un conseil très spécifique et qu'il le fait pas souvent. Là, je vais répondre. Mais si c'est juste je t'envoie mes actus, ce qui est très bien, il faut le faire, je vais prendre connaissance et puis pas répondre, quoi. Est-ce qu'il t'arrive de recevoir des comédiens sans bande démo ? Oui. T'acceptes de laisser la chance quand même ? Complètement, en fait. Alors, c'est-à-dire que je vais recevoir des comédiens qui n'ont pas de bande démo, mais que j'ai rencontrés dans un cadre... Oui, tu les as déjà vus quand même. Voilà. C'est soit je les ai encore une fois rencontrés en stage ou en atelier, soit je les ai vus à une représentation de fin d'année. Donc finalement, je vois peu de comédiens, spontanés. C'est-à-dire, c'est très très rare. Je reçois un mail, je connais pas le comédien, et je me dis « Ah, génial, j'ai un rôle qui correspond, je le vois. » Parce qu'en fait, malheureusement, j'ai déjà énormément de comédiens que je connais, qui jouent bien, que j'ai rencontrés dans plusieurs... dans des cadres différents, qui déjà correspondent au rôle. Donc je vais peu prendre le temps... je vais pas avoir le temps, en fait, tout simplement, de voir des gens comme ça, au hasard, parce qu'ils m'ont envoyé un mail. Bah, du coup, peut-être que ça va aller dans le bon sens, les self-tapes. Est-ce que tu t'en demandes ? Est-ce que si t'en fais, du coup, ça doit te faire gagner du temps ? Alors oui, mais alors je travaille vraiment avec les self-tapes uniquement si le comédien peut pas venir. S'il est en vacances, vraiment, ne faites pas 500 km pour venir à un casting si vous avez des vacances. Enfin, c'est important de prendre du temps pour soi. Donc, en gros, je vais vraiment où le comédien peut pas parce qu'il a un tournage, etc. Là, j'accepte complètement les self-tapes, mais moi, je fais 90% de présentiel. J'ai mes bureaux, en fait, j'ai mon studio casting à Temple, et j'adore recevoir les comédiens. C'est la partie que je préfère de mon métier, c'est de jouer et de diriger. Donc les self-tapes, c'est une partie où alors voilà, c'est le mois d'août, il faut caster un rôle en urgence. Moi aussi, je suis en vacances. Je vais peut-être faire un peu de self-tape en urgence parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment pas je fais très peu de self-tape sinon. Ce qui n'empêche pas de faire absolument des bonnes self-tapes. Il faut savoir faire une self-tape. C'est hyper important. Allez, quelques conseils là, ce serait quoi ? Alors, c'est très simple déjà. Il faut savoir que moi, quand je reçois des self-tapes, il y a... je dis un peu à la louche, mais franchement, il y en a 50% qui sont techniquement très moches. Et donc, il faut savoir que si déjà on arrive à techniquement faire une jolie self-tape, on gagne énormément par rapport aux autres comédiens ou comédiennes qui vont un peu bâcler le travail. Pour moi, une self-tape réussie, c'est un fond neutre ou un joli fond. Ça peut être une jolie bibliothèque, mais pas la vaisselle sale derrière. Ça arrive tout le temps, hein. C'est vraiment très, très souvent. Un fond neutre, un plan rapproché, poitrine, taille, ça peut être épaule, voilà. Le regard à sa réplique, donc pas trop... vaut mieux éviter de regarder la caméra.
Ce que je conseille aussi, si jamais on n'a pas de réplique à disposition, c'est d'appeler, en fait, d'utiliser son ordinateur, de faire un Zoom ou un visio avec un copain comédien qui n'est pas dispo pour venir en présentiel, mais qui dépanne, de le mettre à côté de sa caméra. C'est pas grave si on entend que la réplique le son vient d'un ordinateur. Il vaut mieux ça que sa tati ou son tonton qui joue très mal et qui du coup va plus faire rire le directeur de casting qu'autre chose. Ça arrive aussi très régulièrement d'avoir une réplique absolument catastrophique. Et bon, c'est un peu dommage. On n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui joue extrêmement bien à la réplique, mais au moins quelqu'un qui peut jouer neutre. Voilà. Et après, belle lumière. Alors, une belle lumière, pour moi, c'est soit on se met la lumière du jour face à une lumière du jour. C'est fenêtre, le mieux. quoi. Voilà, à la fenêtre. Si on peut pas soigner un peu la lumière, ça peut être un ring light qu'on a acheté. Franchement, ça fait l'effet. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. Et alors, si on n'a pas de réplique, alors est-ce qu'on laisse le blanc ou est-ce que on enchaîne sa réplique sans considérer le dialogue de l'autre? Ouais, si on peut vraiment pas, qu'on a personne de dispo pour nous appeler machin, que c'est en urgence. Oui, j'ai déjà eu des comédiens qui m'envoient avec des blancs ou voilà. Moi, ce que je préconise, c'est de twister la scène pour en faire un espèce de monologue. En fait, d'essayer de twister pour que ça passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas ce temps qui marche jamais en fait. Essayer de twister au maximum pour en faire peut-être un petit monologue ou voilà, ne pas hésiter à prendre des libertés si vraiment on peut pas, parce que quand même il vaut mieux avoir une réplique, c'est toujours mieux. Combien de personnes tu vois par jour? Alors, en moyenne, je vois entre 10 et 15. Voilà, c'est vraiment les petites journées, c'est 10. Les grosses journées, c'est 15 et je dépasse pas. En fait, je fais, en termes de casting, je fais à peu près du 10h ou 10h20 c'est des sessions de 20 minutes en général. Ça peut être 30 quand je fais des doubles scènes ou que c'est des rôles plus importants. Mais du coup, je vais faire à peu près 10h, 17h en gros, en casting. Parce qu'après, je me réserve du temps à la fin parce que y a toujours tous les appels que t'as pas pu, auxquels t'as pas pu répondre, etc. Ouais. Et du coup, je fais mon administratif en fin de journée comme ça. Donc, c'est vraiment ça mes journées. Donc, en fait, je finis toujours aux alentours de 18h30 et je suis très contente. Ça provoque quoi chez toi, le fait d'entendre 15 fois le même texte par jour à la fin de la journée? Il peut y avoir une sorte de lassitude, évidemment, surtout quand on trouve pas un rôle et que du coup on a déjà vu 10 comédiens sur un rôle, tu te lasses peu parce qu'en plus tu varies, c'est-à-dire que tu fais pas toujours les mêmes rôles. Oui. Donc ça va. À plus de 10, tu commences un peu à avoir Est-ce que tu deviens plus exigeante à la fin de la journée? Oui, je pense. Ouais, franchement, ouais. Je pense que après ça dépend des journées évidemment, mais il y a des journées où vraiment, ou alors si t'as vu que des comédiens, en général, tu vois quand même des très bons comédiens. C'est juste que c'est pas forcément le rôle. Quand t'as vu beaucoup de comédiens, tu dis mince, c'est pas ça. Le Xème comédien où tu dis mince, c'est pas ça, t'es moins patiente. Mais moi, par contre, je ne le montre absolument. Enfin, peut-être que ça se ressent, j'en sais rien. Ça, il faudra le demander aux comédiens. Mais je mets un point d'honneur à jamais être désagréable. Jamais. Mais c'est vrai que peut-être. La fin de journée un peu plus dur. En fait, des fois, c'est pas forcément la fin de journée, c'est le milieu de journée. Parce que la fin de journée, on sent que ça y est, on est sur la fin, c'est bientôt. Donc, il y a un peu un regain d'énergie de, voilà, notre journée est bientôt terminée. Le milieu de journée, quand t'as eu énormément de casting, il peut être un peu dur, en fait. Le 15h, tu vois. Après la pause déj, quoi. Voilà. Combien de temps de passage tu leur accordes? 30 minutes? Entre 20 et 30 minutes. Majoritairement 20. Et quand je fais plusieurs scènes un peu longues, là, 30. Est-ce qu'Instagram ou les réseaux sociaux font la différence entre deux bons comédiens qui postulent pour le même rôle? Tu veux dire le nombre de followers, par exemple? C'était sous-entendu. Oui, ça peut, ça dépend des projets, mais oui, franchement, il y a pareil, ça dépend vraiment du type de projet. Il y en a qui vont, ça va être un petit plus. On s'est quand même rendu, je trouve, il y a eu une grosse mode de ça. Je me souviens, il y a 6-7 ans là, quand je commençais en tant que directrice de casting, c'était le truc d'aller regarder les followers des Instagrammeurs, des YouTubeurs. Au détriment peut-être de leur jeu, même parfois. Complètement. Oui. C'était même sur ce rôle-là, on veut un YouTuber. Parce que c'était le début des Natou, tout ça, et vraiment, ils étaient à fond là-dedans. Après, ils se sont rendus compte que ça a floppé pas mal. En fait, c'était pas du tout le même public.
les abonnés versus la série TF1 par exemple, c'est pas du tout le même public. Et le public par exemple de le cœur de cible de la série TF1, c'est pas quelqu'un qui va aller scroller sur YouTube ou sur Insta quoi. Donc ils se sont vraiment rendus compte de ça, donc je trouve que c'est moins le cas quand même aujourd'hui, mais oui, clairement il y a des projets où on va peut-être nous le demander sur un rôle spécifique. Une guest, tu veux dire quelqu'un qui est identifié et qui peut, ouais. voilà. Je trouve qu'en télé, ils nous le font moins, ce coup-là, mais je pense qu'en ciné, par exemple, s'il y a un personnage un peu moderne, un peu, voilà, ils vont dire, ce serait top d'avoir une influenceuse ou un influenceur, mais quand même, des fois, enfin, si c'est vraiment quelqu'un qui joue pas bien, ils vont pas y aller quand même, ils se rendent compte, ils sont pas, voilà. Oui, enfin, ce qui veut dire que si commercialement, les gens s'y retrouvaient, en fait, on n'aurait que des youtubeurs aujourd'hui à la télé, quoi. Ouais. Et en vrai, aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a aussi les youtubeurs, tous les créateurs de contenu qui ont eu ce truc c'était un nouveau métier. Et là, d'un coup, on leur donnait une passerelle vers la télé. Donc, ils ont un peu essayé de la saisir. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que enfin leur métier est reconnu en tant que tel. Ils sont respectés pour ce qu'ils font et tout ça. Ils ont moins besoin d'aller jouer les comédiens alors qu'ils en ont en fait pas forcément envie ou qu'ils sont pas forcément doués pour ça, quoi. Et puis, il y a peut-être même plus de censure à la télé. Enfin, il y a des trucs un peu... la cible, elle est pas la même sur YouTube qu'à la télé. Hein, donc, ils pourraient peut-être pas s'exprimer autant qu'ils le feraient sur Internet. Complètement. Du coup, tu as eu l'occasion de caster pour la télé, le cinéma, la pub. Qu'est-ce qui change dans ta manière de caster ? Alors, ça va être souvent le rapport au réalisateur ou à la réalisatrice déjà est très différent en fonction de la télé, le ciné, ciné court-métrage, mais un peu dans le même, voilà. C'est-à-dire que sur une série ou un projet audiovisuel télé, il va y avoir une espèce d'équilibre entre la production, la chaîne et le réalisateur ou la réalisatrice. Il y a vraiment un équilibre à trouver, c'est-à-dire entre les volontés de chacun. Et il n'y a pas forcément quelqu'un qui est plus important que l'autre. Peut-être la chaîne qui a quand même le mot final, mais la chaîne va être moins impliquée dans tout le processus créatif. Mais il y a vraiment cette espèce de... si on a un comédien qu'on adore, moi j'adore, je le présente. En fait, si la producteur ou la productrice n'aime pas du tout, ça va avoir quand même pas mal de poids, même si le réalisateur ou la réalisatrice adore. Donc c'est des discussions ok, en fait je te fais confiance parce que tu aimes vraiment ce comédien. Moi j'y crois pas trop, mais je te fais confiance. Ok, bon là la chaîne nous laisse passer tel comédien alors qu'il est pas connu, donc faudrait quand même là, eux, ils voudraient tel comédien plutôt sur ce rôle. Donc, en fait, c'est de la politique vraiment d'équilibre OK, on essaye de trouver un consensus. Voilà, un consensus artistique. Très joli mot. sur le projet. Alors que, par exemple, sur un projet court-métrage ou cinéma, très souvent, quand même, le réalisateur ou la réalisatrice va être un peu plus capitaine du bateau. Évidemment, chacun a le droit d'avoir un avis. La prod a un droit de veto sur certaines choses, etc. Mais souvent, quand même, quand un producteur ou une productrice engage un réalisateur de cinéma, c'est aussi pour sa vision, donc ils vont faire confiance. Ça va être un peu plus simple, entre guillemets. La décision lui revient plutôt à lui ou à elle. Et puis, sur de la pub, j'en ai fait peu. J'en ai quand même fait un petit peu. Là, pour le coup, c'est le client qui est un peu roi, pour le coup. C'est vraiment... on présente et c'est le client qui va... les décisionnaires, on va dire, changent en fait entre eux à chaque fois. C'est ça. C'est média, quoi. Et toi, dans ta manière de caster, ça change rien ? Alors, si, complètement aussi, dans le quotidien. C'est-à-dire que sur de la télé, il y a un peu ce truc où on va aller chercher quelqu'un de très efficace. Donc, moi, quand je caste, j'ai besoin que le comédien, il arrive. Quand il est sur une V1, comme je dis, qui est pas très bien écrite, et c'est normal, j'ai besoin qu'il arrive à me rendre le truc digeste. Donc, il faut qu'en 3-4 prises, voilà, il ait rendu le truc qui n'est pas très naturel. Et franchement, il y en a qui arrivent extrêmement bien. On va à l'efficace, au cœur de la scène, etc. Par contre, quand on fait un projet un peu plus, donc par exemple un film ciné ou même un premier rôle, un récurrent sur par exemple j'ai fait une série pour 13e rue, donc là on était complètement libre, la chaîne nous laissait totalement les pleins pouvoirs sur l'artistique et le casting. Donc là pour le coup on s'est vraiment amusé à aller chercher qui on voulait. Donc là on va plus chercher des natures de comédiens, donc on passe plus de temps aussi en casting parce que on cherche un premier rôle, donc qu'on caste, qui n'est pas une star. Donc du coup, on fait plusieurs scènes. On va tester des choses. Le réal ou la réal est plus impliqué dans le processus dès le début. On fait plus de tours. On va faire des callbacks, par exemple 2 ou 3 callbacks. Alors qu'en télé, souvent, on n'a même pas le temps en fait de faire des callbacks. Donc voilà, c'est
Ça va vraiment... C'est marrant alors que le cinéma aussi souffre de manque de budget, hein, alors qu'il y a plus de tolérance. Ouais, si, on peut peut-être dire tolérance dans le cinéma qu'à la télé. Est-ce que la télé, c'est encore, tu vas me dire, c'est peut-être pire encore à la télé, mais bon, on a déjà vu des films à moins d'1 million en cinéma se faire. Dieu sait si c'est pas, c'est pas des conditions faciles, mais je veux dire se faire, alors que on est capable d'accepter un comédien moins bon à la première prise. Je veux dire, il y a moins ce désir d'efficacité. En fait, peut-être il y a quelque chose d'autre qui prime, quoi, au cinéma. J'ai l'impression. En fait, je pense qu'il y a aussi Je pense qu'en télé, on est conscient que on va avoir sur une série il faut tourner 8 minutes utiles par jour, donc on n'a pas le temps d'aller chercher. Il faut délivrer quelque chose. On s'est habitué à un standard à la télé, on va dire qui On est dans des cases. On a une charte à suivre et on va pas pouvoir faire 1000 heures sup. On va pas en cinéma. Bon, en cinéma aussi, mais il y a un peu plus ce truc d'aller. Déjà, on peut prendre un peu plus le temps tous les jours parce qu'on a moins de minutes utiles à tourner par jour, donc on peut aller un peu plus chercher. Donc on a un peu moins cette pression. Et puis on est quand même un peu plus au service de la vision d'un ou d'une réal au cinéma que à la télé où on va être un tout petit peu, ça va plus être, c'est un tout petit peu plus cadré en fait. Il t'est arrivé de refuser un candidat parce qu'il lui aura fallu 3 ou 4 prises pour être bon? Oui. Ouais. Oui, ça m'est arrivé plein de fois, ça m'arrive régulièrement en fait, d'avoir par exemple, moi j'en vois quand déjà d'être bon c'est pas mal. C'est ça. Alors il faut être bon tout de suite quoi. Ouais, c'est compliqué parce que le truc, alors très souvent c'est, je vais envoyer par exemple mes 10-12 essais de comédiens ou comédiennes à la prod et à la réal, et puis je vais dire mes commentaires et je vais dire voilà, lui, c'est vrai, la prise est super, mais attention, ça a été très long, c'était compliqué l'apprentissage du texte, c'était pas, voilà, lui, il est nickel dès le début. Donc forcément, quand on fait une série ou un film, ça joue. Évidemment, si on est sur un court-métrage, par exemple, je me souviens que j'ai poussé pour qu'un comédien soit pris, alors que c'était très laborieux en casting, mais il avait tellement quelque chose d'incroyable, il se dégageait tellement quelque chose de lui que moi je disais ok, ça va être laborieux, mais il est super. Ça voilà, c'est. Ouais, voilà, fiction, ciné. Voilà. Exactement. Donc là, il y a plus de possibilités. J'ai une question. Comment tu vois ton métier dans 30 ans? Les IA qui vont. Ouais, c'est terrible. Qui feront des castings sur Instagram. En même temps, tout ce sujet des IA, c'est un peu passionnant, c'est effrayant. Vous en avez parlé à l'Arda d'ailleurs de ça? Non. Non. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas au bureau, donc je sais pas si ça a été discuté au bureau. En tout cas, là, ça a pas été abordé, on va dire plus globalement à tous les membres. Je sais que là, ça commence un peu. Enfin, il y a des comédiens qui s'inquiètent, voilà. Pour l'instant, je sais pas comment tout ça va évoluer. Je pense qu'en effet, on va sûrement arriver à quelque chose où les comédiens pourront peut-être donner des droits sur leur voix, et peut-être que la post-synchro sera peut-être pas fait par eux, mais en même temps, ils toucheront peut-être quand même une rétribution. Je sais pas comment ça va se développer. J'espère que ce sera pour le mieux, pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est inévitable, malheureusement. Je pense que voilà, c'est comme ça. Et sur votre métier à vous, alors? Sur notre métier à nous de casting, je suis pas quelqu'un de trop. J'aime bien être positive, donc je me dis que ça va. Franchement, ça va évoluer. C'est-à-dire comme maintenant, il va y avoir de plus en plus de projets. Il y a de plus en plus de production, donc il y aura aussi de plus en plus de directeurs de casting. On va continuer de grossir, je pense. Malheureusement, je pense de l'autre côté, les temps vont continuer d'être restreints parce que en fait, il y a de moins en moins de budgets qui sont alloués, et donc voilà, ça c'est tous les postes qu'en souffrent. J'espère que dans le côté positif toujours, je trouve qu'on va vers quelque chose dans le casting de beaucoup plus cadré et bienveillant, et qu'il y aura, enfin là, avec tout ce qui se passe avec MeToo, etc., on est vraiment tout le monde est en train d'ouvrir les yeux, et on est tous en train de mettre en place des choses pour que le casting soit un lieu sécurisant pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment en train de bouger, et fort, et c'est vraiment bien. Donc je pense qu'on va continuer à tendre vers ça, vers un modèle un peu plus... Voilà, on arrête avec le mythe de l'artiste maudit qui a besoin d'aller chercher la faille du comédien pour absolument exploiter ce qu'il est. Non, je pense qu'on peut être d'excellents comédiens avec plein de failles, mais sans avoir besoin de
De générer de la souffrance. Voilà, exactement. Ouais. Ou d'exploiter la souffrance. Exactement. Voilà. On tend vers ça. En tout cas, il faut juste connaître ses limites et voilà. Donc pour moi, on tend vers ça, vers un métier plus sain. Par contre, voilà, dans des conditions, à mon avis, budgétaires de moins en moins agréables, on va dire, je pense. Et quel conseil tu donnes aux comédiens et aux comédiennes qui se donnent corps et âme à leur métier ? De continuer, mais c'est très bien de se donner corps et âme, mais par contre, il faut compartimenter sa vie. Je pense que c'est très important. Il faut savoir que être un bon comédien, c'est pas forcément être un comédien connu ou être un comédien qui tourne absolument tout le temps. Être un comédien, il faut juste savoir où trouver le bonheur déjà en tant qu'humain, mais en tant que comédien, ça peut justement en ayant plusieurs projets créatifs en même temps. Ça peut être un peu de théâtre, ça peut être un petit collectif à ce moment-là, ça peut être un court-métrage qu'on a produit. Mais être un comédien, c'est pas faire ses cachets absolument, voilà. Il faut savoir ses limites, avoir une vie perso aussi, ne pas tomber dans l'excès. Et ouais, c'est ça. Je pense que je sais pas comment mieux m'exprimer, mais voilà, corps et âme, ça veut pas vouloir dire se perdre, en fait. Voilà. Je dirais ça. Super. Une belle conclusion. Merci, Pauline. Merci. À bientôt. À bientôt. Cet entretien est disponible sur de nombreuses plateformes d'écoute. Vous trouverez tout un tas de liens en description. Pour suivre nos travaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram.